Il est 21 h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, avec des découpages en carton et ce soir un invité. J'invite le Dr Sales. Alors si vous êtes fan de séries télé, vous aurez remarqué. J'espère que vous êtes allé voir d'ailleurs, si vous faites partie de mon audience, vous êtes allé voir les épisodes de la série du Dr Sales. Parce que j'accueille Laurent De Smet, qui nous fait le plaisir d'être notre star du jour. Merci Laurent d'être avec nous. Salut Cyril, merci de m'avoir invité, c'est super sympa, je suis très touché. La 109e, bravo à toi, c'est juste hallucinant ce que tu fais, c'est superbe, donc je suis très honoré de pouvoir en faire une avec toi. Merci. Merci à toi d'être présent. J'avais vraiment envie d'échanger parce que je pense que, alors, je ne veux pas dire qu'on fait la même chose, mais j'ai été très très étonné quand j'ai vu Dr Sales, le cabinet avec le truc d'ophtalmo adapté à la vente, les, les bouquins adaptés à la vente, le stéthoscope même, il me semble que tu avais le stéthoscope, le gel On a un sur le hydroalcoolique dans bureau. le premier. On a un Le sur le bureau. tampon, le tampon live Facebook. Bravo. Je me suis Alors, dit, là, il faut qu'on tu vois discute de ça. ceux-là, ils sont ici, Voilà, je les ai toujours ceux-là. avec nous. Et en fait, c'est un univers fait de briques et de brocs. Tiens, j'aurais dû penser à ça. Regarde, je peux même officialiser parce que j'ai ma tasse Dr. Sales. Donc, c'est un univers complètement fait de petites choses, de briques et de broc, avec deux, trois idées clés qui sont effectivement le tableau ophtalmo, qui n'est pas du tout mon idée d'ailleurs, qui est une idée des réalisateurs qui contribuent à l'émission. Et voilà, effectivement, les bouquins, c'est les miens. Je les amène à chaque fois. Je me travaille avec un sac de livres colossal qu'on répartit un peu. J'essaie de mettre celui de mes copains plus haut, tu vois, voilà. Et puis on est parti, quoi. Mais c'est un concept un peu très spontané, en même temps, qui doit encore trouver ses marques parce que je trouve moi encore un peu trop sérieux, Dr. Sales, et j'ai envie qu'il se lâche un peu plus, mais c'est un exercice pas facile. Donc voilà, je vais passer encore un petit temps à essayer de trouver le juste ton pour cette émission-là, quoi. Comment il est né d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Parce que tu t'es pas levé un matin en disant, oh, on est en pleine Non, pandémie, je vais faire un cabinet médical qui va parler de vente. Je veux dire, ça tombe non, pas bah comme non, non, bien sûr. En fait, c'est une belle histoire parce que c'est une histoire qui est la preuve même de la sérendipité propre aux réseaux sociaux. Donc, moi, je suis formateur en vente. Ça fait 12 ans que je roule ma bosse dans plein d'entreprises différentes pour faire aimer la vente aux gens, hein. C'est mon principe. C'est en ça qu'on se ressemble aussi un c'est peu. ta mission. Voilà, mon why, ma mission de vie, la façon dans laquelle je définis mon métier, c'est que je suis même un ancien commercial. J'ai bourlingué 15 ans dans la vente de services, business to business, principalement en logistique. Fondamentalement, je n'avais pas choisi de devenir vendeur, hein. Je suis devenu vendeur parce que ça m'est tombé dessus et que c'est le premier poste que j'ai trouvé et j'ai fait toute ma carrière là-dedans. Et j'ai Ah, commencé c'est en... intéressant ça. Ouais, T'as pas fait d'études de commerce-vente? du tout. J'ai fait 3 ans de droit et tout le reste de travers. Tu vois, voilà. Encore une filière qui mène au doctorat, tu vois, là, le droit, que j'ai pas fait jusqu'au bout. D'ailleurs, je suis arrêté en première licence. Comment vous appelez ça vous, j'ai Ouais, passé bon, mes docs de ouais. droit. Et puis, bah, j'ai lancé une petite boîte. Enfin bref, je ne vais pas revenir, je ne suis pas là pour raconter toute ma life. Mais le fait est que quand j'ai dû commencer à travailler, le premier job que j'ai trouvé, c'est un job de commercial. Et je ne m'attendais pas du tout à devoir faire ça, mais on m'avait trouvé des qualités pour ça, donc je me suis lancé. Et très honnêtement, les 6 premiers mois, je n'ai pas du tout aimé ça, jusqu'au moment où je comprenne que je pouvais le faire d'une autre façon, plus humaine, plus relationnelle, plus dans l'écoute et le rapport aux autres, et que je lise mes premiers bouquins de vente. Et là, effectivement, j'ai débloqué pas mal de trucs. Et puis, mais je me suis toujours promis de faire un métier plutôt orienté vers l'aide à la personne, parce que je suis un fan en même temps de développement personnel et j'ai un petit côté psy contrarié. Et, euh, et donc, il se fait que je suis devenu, par envie, parce que je suis tombé amoureux de ce métier il y a des années, je suis devenu formateur. Dès que j'ai vu ma première formation en management, je me suis dit, putain, c'est ce métier-là que je veux faire.
Et donc, depuis, ça fait maintenant 12 ans que j'accompagne des entreprises et des commerciaux dans toutes les problématiques liées à la vente, à la relation client. Et voilà, et c'est un métier top parce que tu vas me trouver un lundi dans une banque d'affaires en train de discuter avec des chargés d'affaires qui cherchent des patrimoines de plus de 5 millions d'euros en liquidité dans des golf clubs et qui ne savent pas très bien comment annoncer la couleur parce qu'ils sont blancs de pied. Et là, voilà. Et le lendemain, tu vas me trouver avec On en un trouve polo beaucoup rouge. par ici. Quoi? On en trouve beaucoup par ici. Bah, et en Belgique, plus. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà, quand vous avez mis l'ISF, on a eu beaucoup de gens qui sont venus de notre côté de la frontière, évidemment. Il y en a qui sont repartis d'ailleurs. Hein. GG est parti. Trouver d'autres cieux. Voilà, il est parti chez l'ennemi Poutine. Et le lendemain de ça, tu vas me trouver, je sais pas moi, tu vas me trouver en polo rouge, dans un cash converteur, à 8h30 du matin avant l'ouverture, pour briefer une équipe et discuter avec eux de la meilleure façon de travailler l'alpac dans un rayon, quoi. Et la semaine suivante, je vais travailler avec un opérateur d'installation électricité pour travailler avec les techniciens de terrain pour être plus relationnel dans l'approche de leur métier. Donc, c'est ça qui est génial. Voilà, Une donc ça, sorte de c'est mon. caméléon, quoi. Ben, non, parce qu'en fait, tout part du même élément. En fait, si tu regardes la vente sous tous ces aspects, tu peux aller au plus haut niveau B2B comme tu peux aller au niveau le plus simple du retail et du magasin. Tu travailles avec le même outil. Tu travailles avec cette espèce de pain de viande d'1 kg, 1,5 kg qu'on a tous entre les deux oreilles et qui n'a pas bougé depuis 300 000 ans. On le farcit beaucoup plus, mais il a pas bougé, c'est le même. Homo sapiens, c'est le même cerveau depuis, en gros, 300 000 ans. Et quelles que soient les technologies qu'on met en face, l'innovation, l'industrialisation, nos réflexes restent les mêmes, nos biais restent les mêmes. Aujourd'hui, on appelle ça des biais. Hein. Nos croyances, toi qui es un fou furieux de la croyance, nos croyances restent les mêmes et notre façon de créer de la relation, même si on a d'autres outils pour le faire, reste la même. Donc, pour moi, le point commun de tout, c'est le cerveau, c'est notre essence humaine. Et alors, donc, je termine sur l'histoire de Dr. Seuss. Donc, moi, je fais bravement mon métier. En mars dernier, comme tout le monde, je suis confiné. Donc, en confinement, j'apprends assez rapidement à donner des webinaires et à déconner un peu à l'écran. Et puis, voilà, je trouve que la caméra, c'est un outil intéressant. Donc, je commence à m'autoriser à faire des vidéos, ce que je ne faisais pas avant. Mais je fais, alors, j'admire ta régularité. J'admire ce côté discipline de dire j'en fais un et voilà, et je vais je m'arrête à 100, puis en fait, je vais beaucoup plus loin. Je trouve ça top. Moi, j'ai besoin d'avoir un sujet à défendre, donc je me dis, bon, je vais attendre que l'idée passe. Et il y a des fois, il y a des mois pendant lesquels l'idée passe pas. Et il y a des fois, la même semaine, j'en ai 3-4. Et là, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube qui ont raisonnablement bien tourné grâce à LinkedIn. Et une d'entre elles est tombée dans les mains d'un garçon absolument formidable qui s'appelle Hamid Fadjaoui, qui est le directeur, enfin le président du cercle, enfin un des copropriétaires du cercle de Wallonie, qui est un gros cercle d'affaires belge, très, très intéressant avec de très belles personnalités, et qui est aussi rédacteur en chef du plus gros magazine économique de Belgique, et qui est un garçon juste adorable, qui a vu cette vidéo, qui m'a contacté sur LinkedIn en me disant « faut qu'on se rencontre ». Et en fait, il me dit voilà, moi, pour le cercle de Wallonie, j'aimerais bien un intervenant un peu orienté vente. Et puis, j'ai l'occasion de faire passer très régulièrement des messages sur une télévision économique belge qui s'appelle Canal Z, qui est une chaîne dédiée uniquement à l'entreprise, à l'économie, et ainsi de suite. Il me dit voilà, j'ai une capsule de 30 minutes qui passe tous les week-ends en boucle. Et là-dedans, j'aimerais consacrer 10 minutes à la vente. Et donc, ce serait sympa qu'on fasse un truc avec toi. Bon, ben, qu'est-ce que tu dis? Tu dis merci les réseaux sociaux, merci la vie, merci YouTube. Tu vois, j'ai sorti ce livre-là ce soir. Je mets toujours un livre à l'honneur. Des fois, j'oublie d'en parler, mais j'ai sorti Crush It de Gary Vaynerchuk parce Voilà. qu'il l'a écrit il y a une dizaine d'années maintenant sur l'idée de dire désormais n'importe qui peut vivre de sa passion. Ta passion, tu l'as exprimée, tu t'es attiré à toi celui qui pouvait te donner l'écho. Ouais. Moi, il y avait un bouquin qui m'avait fasciné d'Andersen, qui était La longue traîne. Et donc, une fois, mais ça date même d'avant l'explosion des réseaux sociaux, si tu veux. Mais le principe de la longue traîne, c'est de dire que le marché est tellement grand aujourd'hui, parce qu'il est au monde entier, qu'en fait,
Si tu fais ton truc et que tu fais suffisamment d'écho, ça va finir par aller à un moment donné ou un autre toucher quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que tu fais. Et à partir du moment où tu as compris ça, eh bien, mon avis, ta méthode est la meilleure. C'est produire sans arrêt du contenu qui est conforme avec ce que tu fais et qui est authentique, jusqu'à ce qu'il arrive à concaténer une audience qui te ressemble et qui va devenir une communauté et qui va porter tes messages et qui va interagir avec toi et qui va te donner les choses, quoi. Et alors, Tu évoquais la sérendipité, donc le fait que tu rencontres quelqu'un par hasard, mais moi je me suis rendu compte que beaucoup de ce qui m'est arrivé de bien ces derniers temps, c'est bah, tiens, j'ai rencontré celui-là, et celui-là m'a fait rencontrer un autre, et celui-là m'a fait rencontrer un autre, et c'est là qu'il s'est passé ça. Mais si tu t'arrêtes juste en disant bah ouais, non, je ne veux pas de contact, comme dit Paul Mirabel, vous approchez pas à moins d'un mètre des inconnus. Mais je faisais déjà ça avant. tu, bah, tu romps la chaîne en fait. Si tu romps la chaîne, oui, mais il ne peut rien arriver de bon. je crois que j'ai regardé un épisode où tu expliques ce théorème de on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus et qu'il faut ouvrir au digital. Mais je pense que tu as fondamentalement raison. En fait, ça décloisonne tout. C'est-à-dire que le digital rebat les cartes en permanence et tu peux être connecté à des gens. Mais tu vois, l'histoire de Dr. C, ce n'est qu'un des N trucs qui m'est arrivé grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est un très beau truc. C'est probablement pour l'instant un des meilleurs avec le deuxième dont je te parlerai après. Et quant à Docteur, parce que jusque-là, on avait juste l'idée de faire une série de vidéos consacrées à la vente. Et pendant la première réflexion qu'on a fait avec le réal Jean-Baptiste, on a discuté un peu de comment est-ce qu'on allait gérer le truc. Et puis Jean-Baptiste m'a dit ah ouais, mais tu sais, la vente, ça m'intéresse. Moi-même, sur mes prestations de vidéaste et de réalisateur, j'ai toujours des problèmes de prix. En fait, les gens découvrent les prix après. Et du Ils coup, disent que c'est trop cher, blablabla, objection. et donc j'ai dit, bah, en fait, tu dois précaler ton prix dès le départ. C'est-à-dire que tu dois te servir du rendez-vous pour déjà annoncer la couleur et déjà jouer sur des effets d'ancrage prix pour que les gens n'aient pas la surprise quand ils décrochent. Tu dois de suite arriver à donner ton prix et le prix moyen du marché et les calmer. Et puis, il a vraiment décliqué sur la façon de faire et il m'a dit, Dr. Seuss. Et donc, on s'est regardé, amis de Jean-Baptiste et moi, on s'est regardé en disant, OK, bah effectivement, oui, d'accord, pourquoi pas. Et pour la petite histoire, moi, évidemment, j'aurais tout de suite dit, là, on va taper au maximum de mon sentiment d'imposture, parce qu'il faut Ah savoir oui, que… c'est d'ailleurs des ouais, choses que j'avais prévu ouais. d'en parler. Du quoi? J'avais prévu d'en parler, syndrome imposteur, légitimité. C'est Ah, écrit sur mon papier. enfin, tu veux qu'on en parle maintenant ou Non, 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 mais je vais dire, vas-y, enfin, si Ah, tu veux. je termine l'histoire. Gros sentiment d'imposture, simplement parce que mon papa est médecin, ça a été même un très bon chirurgien cardiovasculaire, donc médecin, voilà. Ma mère était sage-femme et a passé une bonne partie de sa vie comme professeur en école d'infirmière, en gynéco-obstétrique, etc. Comme je suis un bon freudien convaincu, j'ai réussi à épouser une gynécologue, d'accord, donc j'ai épousé un médecin, voilà. Et mon petit frère, que j'adore, lui, il a réussi à être docteur, un vrai, mais en philosophie. Donc voilà, il a passé un doctorat, une thèse de doctorat. J'ai assisté à sa soutenance de thèse en philosophie. En plus d'être devenu député et président de parti. Et donc, moi, au milieu de tout ça, moi, si tu veux, avec mes 3 ans de droit et ma carrière un peu commerciale, je finis par obtenir, sans le vouloir, sans même l'avoir demandé, parce que ça ne vient pas de moi, le titre de Dr. Seuss, où là, je suis dans la posture la plus complète, quoi. Mais Et je pense que comme Dr House, tu vas avoir la notoriété la plus forte de la famille au bout d'un moment. alors, je pense pas. D'abord, c'est pas une course à c'est pas une course à l'échalote. Moi, j'ai un frère que j'admire beaucoup et euh, enfin, j'admire en fait toute ma famille parce que je trouve que l'utilité des choses qu'ils font est complètement dingue. C'est-à-dire que moi, tu vois, il peut m'arriver n'importe quoi au niveau business, n'importe quoi dans ma vie professionnelle. J'aurais jamais la responsabilité qu'a porté mon père et que porte ma femme au quotidien. Je veux dire, quand mon père avait une mauvaise journée, c'est qu'il avait perdu quelqu'un sur une table d'opération. Et en général, c'est jamais de sa faute, c'est des circonstances, c'est de la personne, ça lâche, tu n'as même pas d'explication. On n'est pas éternel. Quoi? On n'est pas éternel. Non, mais n'est pas éternel. Mais t'imagines, quand tu rentres chez toi, rentrer chez toi avec un morse sur les bras, c'est compliqué. Quand ma femme doit annoncer un diagnostic très très lourd à des jeunes parents qui essaient depuis longtemps d'avoir un enfant, qui l'ont, et en fait ça se passe pas bien parce que ça arrive, bah, je peux t'assurer que c'est autrement plus difficile que d'avoir une salle de stagiaire un peu remuante, quoi. Je vois un peu ce que c'est parce que ma fille aînée est en études de médecine et en Allemagne. Elle s'est retrouvée coincée ici lors du confinement il y a un an.
Du coup, elle a donné un coup de main à l'hôpital local où il y avait un nombre inhabituel, tu t'en doutes, de morts, Bah, puisqu'elle évidemment, hein. travaillait en gériatrie. Donc, c'est pas évident du tout et c'est pas simple à gérer non plus dans la famille parce que bah, elle aussi avait besoin d'évacuer, quoi. Même si c'était pas ses premiers morts dans ce métier, tu le, tu le côtoies quand même régulièrement, ça fait partie. Alors que pour le reste de la société, on voit bien qu'on on la côtoie plus. C'est fini. Non, ben non seulement on la côtoie plus, on la cache et on veut pas la voir. Et je pense que c'est humain, hein, c'est normal. Enfin, ça me paraît tout à fait légitime. Mais quand tu as ça près de toi, tu relativises ce que c'est la responsabilité. Ouais, si tu rates une vente, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je rate une vente. Alors, déjà, rater les ventes, ça fait partie du métier. Dieu merci, les médecins n'ont pas le même taux d'échec Il que n'a les même pas le temps vendeurs. d'apprendre. Sinon, on serait mal quand même. Voilà, ce serait terrible. Mais voilà, et chapeau à mon frangin qui, je te dis, est passé député fédéral de façon assez dingue et exposé tous les jours médiatiquement 1000 fois plus que je ne le serais jamais. Donc, il n'y a pas de course à échalote. Mais toutes ces personnes de ma famille m'ont permis à moi de relativiser bien mon rôle de saltimbanque et je sais que tu aimes bien cette phrase et quand tu l'as dit, je me sens tellement en phase, de faire un truc sérieux sans me prendre au sérieux, quoi. Parce que de toute façon, bah voilà, de toute façon, c'est futile. C'est bien, il faut vivre de sa passion, il faut vendre des trucs et ainsi de suite. Mais dans enfin, la crise du Covid nous a aussi fait la part des choses entre ce qui était essentiel et ce qui était futile, quoi. Et J'aime pas trop cette distinction, tu vois. de Pour quoi ma entre part. l'essentiel et non essentiel? Ouais, parce que si tu enlèves tout ce qui est futile et qui donne joie à la vie, ok, il te reste l'essentiel, manger, la sécurité, se déplacer. Mais quel est l'intérêt de vivre si tu as enlevé toute la vie? Tu connais cette histoire? C'est l'histoire. Attends, tu permets, je sais qu'avec toi, on peut. J'adore cette histoire. C'est un type qui va chez son médecin et son médecin lit son bilan de santé et il lui dit: oh là 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 là, ça, vous êtes mal barré. Bon, écoutez, je ne vous cache pas, la situation est très très lourde. Vous êtes condamné, ça va être très compliqué. Bon, alors je vais d'office vous prévenir un régime. Alors, à partir de maintenant, plus d'alcool, plus de sexe, c'est trop excitant, plus de drogue évidemment, plus de tabac, vous faites pas de sport parce que c'est mauvais pour vous aussi, vous évitez tout ce qui est émotion, donc les films romantiques, les films qui font peur, trucs, vous sortez pas trop, voilà. Et donc le mec il prend note, tu vois, et puis il prend note de toute la liste et il y a rien, quoi, plus de bouffe grasse, plus de sel, et puis le type finit en regardant la liste en disant: ok, et avec ça, je vais vraiment vivre plus vieux. Et le mec, il dit: non, mais la vie va vous sembler tellement plus longue. Tu vois. Voilà. Et c'est ça le truc, effectivement, tu as raison. Oui, on va peut-être pas. Ouais, mais quand même, je relativise parce que je pense que. Tu vois, la futilité, c'est pas un obstacle à la joie de vivre, hein. Le fait de dire qu'on fait des choses futiles, mais qu'on aime ça, c'est pas grave. Tu vois, au contraire, c'est une bonne chose. Mais voilà, donc sur la jeunesse de Dr. Seuss, c'est un coup du hasard. Et le fait est qu'on a tourné 23 épisodes. Tu vois, ouais, 23. J'en ai juste publié 7 sur ma chaîne YouTube. Il y en a 17 qui sont disponibles sur la chaîne YouTube du Cercle de Wallonie. Il y en a encore 7 qui sont en boîte et qui vont commencer à être publiés à partir de la semaine prochaine. Mais de nouveau, tu vois, je me sers pas assez bien des réseaux sociaux. Je devrais, chaque fois qu'un épisode sort sur la chaîne du Cercle de Wallonie, faire un petit coucou en disant: allez voir l'épisode. Moi, sur ma chaîne, j'essaie de les remonter. Comme lui, là, qui transforme chaque Tout. événement en Ah oui. 64 contenus. Mais tu vois, Gary Vaynerchuk est probablement un des mecs qui m'inspire le plus avec Simon Sinek. Je le trouve juste génialissime. Et il a raison, il faut produire du contenu, produire du contenu, produire du contenu, non seulement pour soi et trouver sa tonalité, mais pour finir par atteindre les gens que tu as envie d'atteindre. Et moi, sur ma petite chaîne YouTube, je me suis toujours promis de remonter les épisodes et donner une petite valeur ajoutée, tu vois, ajouter des extraits de films, ajouter des petites images, faire une synthèse. Et effectivement, comme à chaque fois, je veux le faire, et comme à chaque fois, c'est un boulot de gueux. Des montages, franchement, j'admire les mecs qui font du montage à la chaîne parce que c'est vraiment un boulot, un boulot super lourd. Et J'en donc, ai voilà, fait un, j'en ai monté que 7. J'en ai monté que 7 jusqu'à présent. ouais, j'en ai Et fait un paquet du montage vidéo, tu vois, même du montage Vipsy, là, David J avec les textes qui bougent et tout, l'écran vert, le présentateur qui sort du cadre. Ça m'est un peu passé et honnêtement, c'est vrai que c'est un boulot de chien, hein, quelque part, ouais, pour monter ça, hein. Alors, tu prends des automatismes, tu peux réussir à aller plus vite, mais bon, tu tentes puis apprendre sur quelque chose, quoi. Et si déjà tu animes le jour, que tu fais des réunions business, que tu essaies de vendre ton truc,
Après, voilà, il faut… tant que tu n'as pas installé, comme tu pourras nous le conseiller, un revenu récurrent qui ne te coûte pas trop d'énergie parce que c'est du MLM et ainsi de suite, ce qui n'est pas mon cas, parce que je suis toujours malheureusement mon seul produit. Donc voilà, quoi, il faut que je capte du temps là-dessus, mais je vais les mettre au fur et à mesure. Donc voilà, la petite histoire de Dr. Sales. Et visiblement, mes commanditaires sont contents. Ouais. Puisque ça continue et je suis juste trop heureux de faire ça. Après, il faut toujours trouver les sujets. Tu sais ce que c'est, hein, c'est pas ça. C'est pas si simple. Ouais. Mais Mais du coup, voilà. vous produisez en série, quoi. C'est-à-dire que vous montez le studio, tu arrives avec plein de sujets différents et tu tournes Voilà. les sujets les uns après les autres. J'arrive avec 4-5 sujets en poche. En général, j'ai un petit mois pour. On tourne une fois par mois en général. Et j'essaie d'arriver avec 5 sujets déjà un peu préécrits que je peaufine sur place, qui sont souvent des sujets sur lesquels j'interviens en formation. Donc, c'est des sujets. C'est Quand du je, réel, issu du terrain. Oui, bien sûr. Et puis, issu des questionnements que se posent les commerciaux. Donc, j'essaie toujours de. Tu vois, au début, on voulait. L'idéal, ça aurait été que les gens nous posent des questions. Tu vois, j'ai essayé 2-3 fois sur LinkedIn de faire des appels à questions. J'ai eu deux, Ouais, trois. là, on est en direct. On est en direct. Je vois. Alors, j'ai encore raté mon installation. Je vois les commentaires sur LinkedIn. Je peux pas y répondre. Je vois pas le reste. Euh, c'est pas simple quand tu es tout seul parce que on est quand même quelque part des artisans, hein. Ah, mais alors, j'aime bien ce terme-là. On va en parler dans 2 minutes. Mais effectivement, donc, bon, on avait fait un appel à questions. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des questions sur la vente qui peuvent faire l'objet d'un épisode de Dr. Sales, moi, c'est avec grand plaisir. La condition est très simple. Vous me l'envoyez en format audio ou vidéo. La question doit durer allez, une trentaine de secondes, grand max. On n'est pas là pour faire du brand dropping, de faire de la vente, mais juste d'avoir une vraie question qui peut aider l'écosystème vente. Et si je l'ai, je vous la donne. Si je ne l'ai pas, je fais des recherches jusqu'à vous trouver la bonne réponse. Mais ça, c'était un peu le postulat de départ de Dr. Sales. Et puis, effectivement, on a brossé des chapitres, comment passer son prix, comment gérer certaines objections, comment cadrer un rendez-vous. Voilà. Mais moi, je suis ouvert à tous les sujets parce que la vente, c'est tellement large et ça s'applique à tellement de domaines que moi, mon vrai kiff, c'est arriver à donner des billes à ceux qui en ont besoin, quoi. Cette émission sert à ça, en fait. Je ne vends rien derrière, il n'y a pas de webinaire, je ne vends pas de bouquins, j'ai que dalle à vendre derrière, si ce n'est utiliser ce temps d'antenne pour faire plaisir tout en me rendant utile et en faisant un peu sourire, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre Ah, objectif. c'est tout à ton honneur. Dans la liste des bouquins que tu as, j'avais repéré le Mercator, Ouais, j'avais repéré Vendeur d'élite. ouais. Il y en a plein. Il y a même pas de bouquin à toi là-dedans. Non, même pas. Alors, ça aussi, ça fait partie de mes pensums sur lesquels je dois prendre du temps. J'ai 3 bouquins en écriture, mais à chaque fois, je suis d'une. C'est même pas que je suis lent, je travaille par hystérésis, donc je travaille par, voilà, boum, j'ai une idée, j'écris, bim, j'arrête, j'ai plus d'idée, je suis à sec et ça va dormir pendant 5 mois. Tu vois, j'ai fait de très très bons articles sur LinkedIn qui ont vraiment bien marché. Et puis ces derniers temps, je ne fais plus d'articles. Mais à chaque fois que j'en fais un, il fonctionne très honnêtement, quoi. J'ai très beaux retours parce que j'ai une petite facilité de plume et ça, c'est vraiment sympa. Mais encore une fois, je me refuse à pondre de l'article pour pondre de l'article. Tu vois, je me refuse à faire tu vois, je fais pas de carousel, je fais pas de, je fais très peu de trucs putaclic. Et voilà, à chaque fois, j'ai envie de ne prendre la parole que quand j'ai un truc à dire. On n'obtient pas de PDF en échange d'un commentaire chez toi. Non, 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 non. Mais tu vois, tu peux pas en vouloir aux gens de faire ça parce que Non, je leur en veux pas. c'est, Chacun son c'est, truc, quoi. c'est pas mal. Si ça marche pour toi et que ça fait de mal à personne, voilà, pour moi, c'est essentiel. Si ça marche pour eux, là, un qui se mettrait en avant là-dessus et qui est formidable dans sa capacité à faire grain de sable, c'est Benoît Sussereau que tu suis, On j'imagine. a, on a Aurélie qui nous dit quelqu'un qui n'a rien à vendre sur LinkedIn avec un gros smiley. Bravo! Alors, on a tous quelque chose à vendre. Mon principe de base, c'est qu'on a tous quelque chose à vendre. C'est une bonne remarque. On a tous quelque chose à vendre. Mais on a tous quelque chose à vendre parce qu'on a tous quelque chose à acheter. C'est le premier truc. Quand on dit aux gens qu'est-ce que vous faites dans la vie, quand tu réfléchis un tout petit peu à la question, on la pose de façon spontanée, mais on ne la pose pas tellement pour avoir le statut hiérarchique, savoir se placer. On la pose simplement pour savoir en quoi l'autre nous intéresse, nous.
Et à partir du moment où tu comprends qu'en fait, la question, ce serait qu'est-ce que tu fais dans la vie qui soit digne de m'intéresser, bah, tu changes la façon d'exprimer ton truc. Donc, oui, on a tous quelque chose à vendre. Mais il y a une différence entre, comment dire, entre essayer de donner, moi, mon kiff, c'est vraiment faire en sorte que les vendeurs aiment vendre. Et c'est pas simple, parce qu'il y en a plein qui, comme moi, sont rentrés dans ce métier en n'aimant pas forcément ça. Ou il y en a plein qui, au bout de 2-3 ans, après s'être pris des mandats, après avoir cumulé des insatisfactions clients, perdent la foi, perdent la confiance, perdent la croyance positive et ont du mal à s'y mettre. Et donc, tous ces gens-là me touchent parce que c'est un très beau métier, mais à partir du moment où tu arrêtes d'y croire et que tu te laisses bouffer par des croyances limitantes, tu as du mal. Et souvent, ces croyances, elles trouvent leur source dans des problèmes de posture, dans des problèmes de réponse aux objections. Voilà. Donc, moi, si je peux amener ça, c'est tant mieux. Et très honnêtement, vous trouverez en dessous d'aucune de mes vidéos un lien qui va vous amener vers un truc à acheter, un lien qui va vous amener vers un truc à télécharger. Alors, j'essaye, hein, il y a un moment donné, je me dis que je vais devoir faire des formations aussi automatiques en ligne où les gens pourront faire le truc. Mais Cyril, si jamais tu me vois faire du trop, pas Cyril, parce que Cyril s'est déclenché quand je dis mais Cyril. Voilà. Non, c'est toi. Et moi aussi, des fois, il s'invite dans la discussion. C'est Aurélie qui a posé la question et Cyril. Dès que vous me voyez faire un truc qui est vraiment putaclic, flinguez-moi. Je vous autorise à me flinguer dans les commentaires en me disant t'es un traître. T'avais dit que on va te dénoncer à l'ordre des médecins. Voilà. Mais j'ai pas envie parce que ça te donne tout de suite une image de toi qui est voilà, qui est comme on disait dans un social selling. J'aimais bien l'expression qui est needy et pas trusty. Tu vois, qui est tout le temps dans la demande et qui fait ça pour obtenir quelque chose, alors que c'est quand même vachement plus beau de faire ça pour donner. Et tu vois, le pire, c'est que dans son ton un peu mordant, un peu cassant, faussement désagréable, il faut connaître Benoît Susseron. Je suis passé, j'ai fait une interview avec lui pendant le confinement, début mai. Et c'est un mec adorable, en fait, tu vois. Il joue de cette image un peu j'aime pas les losers, tant pis pour eux. Moi, dans sa communication, il est très cassant, tu vois. Par exemple, moi, ça me repousse quelque part. Oui, mais ça t'intrigue. On en parle, tu vois. C'est vrai. Je l'ai remarqué, en tout cas. Et donc, ça touche quelque chose. Donc, quelque part, il va attirer à lui des gens qui vont lui ressembler. C'est exactement le même plus agressifs, ouais. Un petit peu plus agressif. Mais pourquoi pas? Il y a un moment donné, même si je ne me sens pas, quand il communique comme ça, moi aussi ça m'irrite alors que j'adore la vente. D'un autre côté, il y a un moment, c'est vrai, il y a un moment donné où les acteurs de la vente doivent savoir se prendre en main et doivent savoir être confrontants. Je vais le dire, je vais pas utiliser le mot agressif, mais je vais utiliser le mot confrontant. Il y a un moment donné où quand tu vends, tu es obligé, de secouer l'autre en disant bon maintenant, Coco, tu prends une décision. Et c'est même pas pour t'obtenir du pognon, c'est parce que je sais que toi-même, tu es confronté à des biais qui t'empêchent d'acheter parce que tu as peur de te tromper, tu as peur de mal faire, tu es bloqué, tu as le biais de statu quo qui te fait que ta situation actuelle, tu la connais, acheter, c'est une perte, et puis tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais le bon vendeur, il est là pour dire, t'inquiète pas, tu fais un bon choix, mais tu vas le faire avec moi et tu vas voir dans 10 minutes ou dans 3 semaines ou dans 3 ans, tu seras l'homme le plus ravi de la Terre parce que je t'aurai aidé à faire ce choix-là. Mais ça, il faut trouver effectivement le courage, la force, et peut-être un peu d'agressivité ou d'assertivité, ou en tout cas de capacité à confronter. C'est vachement important, quoi. Donc tout le monde a quelque chose à apporter. Lui, comme toi, avec ta bienveillance, ta persistance et le fait de toujours continuer, je pense qu'il n'y a personne qui peut vous former idéalement à la vente, mais que l'intérêt, c'est d'aller vous nourrir d'un maximum de style, d'un maximum de façon de faire et de composer le vôtre, quoi. En tout cas, c'est ce qui a toujours marché pour moi. Et c'est ça que je veux faire. Donc, non, effectivement, oui, j'ai rien à vendre quand je communique, parce que je communique pas pour vendre, mais il se fait que le paradoxe, c'est qu'une fois que j'ai communiqué, les gens se disent « Ah tiens, c'est pas con ce qu'il dit » ou « Tiens, ça m'a parlé » ou « Ça m'a bien plu », eh bien, après, quand ils ont un problème en vente, ils viennent me voir et on en discute, et parfois, ça aboutit à l'émission, quoi. Et c'est très, très bien. Une des questions que je voulais aborder, parce que moi, je suis un très mauvais vendeur. Je vendais mieux quand j'étais plus jeune, je pense, parce que j'avais plus faim, j'avais vraiment besoin. Il y a eu des moments, c'était comme ça, mais récemment, je comprends bien quand mon coach m'avait dit à un moment donné, il faut que tu prennes la personne et que tu clôt la discussion de vente, tu le prends par la main et maintenant on y va parce qu'effectivement, il y a cette peur, le remords de l'acheteur, etc. Mais je me disais, est-ce que les vendeurs ont encore besoin de ça? Parce que finalement, est-ce que c'est un métier qui attire des gens qui naturellement ont cette capacité?
Finalement, est-ce qu'il reste encore tant de gens que ça à former? Alors, j'espère, parce que sinon, j'ai un problème à moyenne échéance. Est-ce qu'il reste en... Oui, alors oui, oui, parce que là, je crois pouvoir parler au nom de tous mes collègues, et à chaque fois qu'on discute, on se fait le même constat, même si les évidences sont lourdes et que la plupart des bouquins de vente racontent un peu la même chose, d'un autre côté, sur le terrain, c'est une catastrophe. Voilà. Le degré d'écoute moyen des commerciaux est juste pas terrible. Ils sortent leur catalogue ou le dépliant, ou ils parlent de leurs produits, c'est une catastrophe. Et après, bah, effectivement, ils ont une tendance à dire, une fois qu'ils ont saisi un fifrelin d'intérêt, combien j'envoie dire, ah bah, c'était super Cyril, hein, je vous envoie un devis, hein, je vous envoie une proposition, merci, salut. Et ils n'ont rien vendu. Ils sont partis de chez le client, même pas avec un accord de principe. Même pas en posant le tarif sur la table, en disant si ça vous intéresse, voilà combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut faire comme plan d'action, quel est le next step. Je suis désolé, en fait, ils sont très peu nombreux à le faire parce que, qu'on le veuille ou non, en La peur théorie, du rejet. oui, voilà. En théorie, c'est toujours super, mais en pratique, tu es dans un bain émotionnel constant qui est en même temps l'adrénaline parce que tu as peut-être voilà, la dopamine parce qu'il y a peut-être une récompense, mais d'un autre côté, tu as la peur de te faire rejeter, qui est une des plus grandes peurs de l'être humain, qui est tout à fait naturelle. Et donc, du coup, tu n'oses pas proposer le truc en plus parce que tu veux garder la relation et que tu penses que si tu proposes trop, tu risques de casser la relation et que ça te met dans un inconfort. Et toi-même, tu es dans ton biais de peur du rejet, plus dans ton biais de statu quo, parce que tant que tu n'as pas gagné ni perdu, tout est toujours possible. Hein, c'est comme le chat de Schrödinger, la vente, elle est toujours Et à possible. la fois mort et vivant, Voilà, elle est exactement. toujours morte vivante. Donc, pas aller jusqu'au bout des choses, c'est une façon de conserver toutes les options. Et pendant ce temps-là, ton client, lui, il est dans la peur de mal faire, mal agir, faire le mauvais choix, perdre de l'argent, biais de temporalité où il voit que l'immédiat, il voit pas le long terme, biais d'aversion pour la perte où il se dit c'est un gros coup et il comprend pas les bénéfices ou les coûts de non-action. Et donc, il y a un moment donné, tu dois péter ta bulle émotionnelle en disant bon, là, ça suffit ici. Moi, je dois arrêter 2 minutes d'avoir la trouille. Je dois dépasser cette peur-là et je dois me servir de cette énergie-là pour sortir l'autre de sa peur et l'amener vers l'achat, non pas qui m'intéresse moi, mais qui va l'aider lui. Et je repars du postulat de départ. Si vous vendez un truc, ça c'est le drame pour moi dans la profession commerciale, si vous vendez un truc dans lequel vous ne croyez pas et vous pensez que ce ne sera pas utile pour votre client, ne le vendez pas. Arrêtez tout de suite, quoi. Voilà, mais barrez-vous, quoi. Non, mais ça, c'est une vraie catastrophe. Tu vois, mon plus gros problème, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que quand Sinek a sorti son Star Playboy, que j'ai évidemment adoré et que j'ai mis, comme lui d'ailleurs, tout de suite en lien avec la quête de sens de Viktor Frankl. Enfin, c'est des mecs à lire quand même, c'est assez génial. Mais là, il a mis le doigt quelque part sur le problème. Après, on l'a repris, on a fait beaucoup de blabla, des outils de marketing. Mais fondamentalement, tu sais, quand je débarque dans une entreprise et que j'ai des commerciaux qui sont là depuis 10 ans, et qu'il y en a toujours un ou deux qui va dire ouais, qui est à la soupe à la grimace, c'est très compliqué une formation commerciale. Hein. Parce qu'il faut dire que quand ton client, c'est le directeur commercial ou le directeur général de la boîte qui t'appelle pour former son équipe, il y a un message totalement paradoxal. Parce qu'en France, en Belgique aussi d'ailleurs, en général, on envoie les gens en formation quand ils ne sont pas bons. Tu vois, et quand les gens sont bons et que le chiffre d'affaires rentre, on ne leur paye pas de formation parce que le chiffre d'affaires est là. Donc, il y a une espèce de... voilà. C'est quand on envoie quelqu'un en formation, même si, pour le coup, le DG ou le directeur commercial a vraiment envie d'aider son équipe à faire mieux, il y a le côté, bah, tu ne bosses pas bien puisqu'on a besoin d'un formateur pour t'aider à refaire les bases. Et donc tu es dans une posture difficile parce que tu viens taper dans une éventuelle incompétence des gens, alors que la plupart des gens, ils sont compétents, quoi. Et là-dedans, bah, très vite, je vais essayer d'abord de créer une alliance avec ma salle et voir comment ça se passe et essayer de leur dire que finalement, moi, je ne suis pas là contre eux, je suis là pour eux et que je suis là pour donner un maximum de choses pour les aider. Mais souvent, tu en as parfois 2-3 qui sont grillés. Tu les sens pas bien, tu les sens pas heureux. Tu sens qu'ils devraient faire autre chose ou vendre autre chose. Ouais. Et là, si tu veux, ça va aller très vite. Hein. Moi, en général, j'ai 2 à 3 questions à leur poser. Et la première question que je pose, c'est OK, d'accord, OK, oui, ça va être difficile à appliquer, c'est pas aussi simple, d'accord, j'entends. J'ai une question à te poser d'abord. C'est est-ce que tu fais ce que tu aimes? Alors, elle est con ma question, hein, mais 80% du temps, les gens me disent non, je fais pas ce que j'aime. Je dis c'est pas grave. On est 80 à 90% de la population.
à pas être dans les clous de ce qu'on voulait faire à la base. Enfin, je suis désolé, moi, je ne suis pas astronaute. Hein. Voilà. Vous voulez être astronaute? Bah, j'aurais bien voulu, mais bon. T'es psychiatre maintenant. Ah, mais je suis pas psychiatre non plus. Enfin, Ça ressemble voilà. beaucoup, là. Non, mais c'est là, tu marques un point. Mais je suis pas astronaute, je suis pas psychiatre. Et on a tous rêvé de faire autre chose. On a tous voulu être une star du foot ou, je sais pas, un acteur de cinéma ou de théâtre ou aujourd'hui un mec qui vit de l'e-gaming ou un auteur de romans à succès. J'en sais rien, moi. On a tous voulu, on est tous et autre chose. Il n'y en a pas beaucoup qui ont une vocation et qui vont la suivre jusqu'au bout, jusqu'à en faire un métier et en vivre. C'est très, très rare. J'ai toujours été jaloux des gens qui, quand on était en seconde, première, terminale, même après classe prépa ou école d'ingé, savaient ce qu'ils voulaient faire. Parce que je ne sais toujours pas ce que je veux faire quand je serai grand. Et c'est très bien. Et c'est Je une ne sais bonne chose. toujours pas. Mais non, mais il faut pas, parce que tu vois, là, ça, c'est la première question. Et donc, la première question, je dis aux gars, c'est OK. Évidemment, tu rêvais pas de vendre des bras articulés automatisés. Voilà, tu t'es pas levé un matin en disant papa, maman, je vais être dans la vente de systèmes de géopositionnement de véhicules. Non, si tu es arrivé là, c'est par des hasards de la vie. Donc, ça, c'est normal. Par contre, j'ai une deuxième question à te poser. Est-ce qu'au moins tu aimes ce que tu fais? Et là, tu attends. Et si là, le mec te dit non, j'aime pas ce que je fais, je dis alors là, on a un problème. Parce que tu viens de me dire que tu fais pas ce que tu aimes et en plus, tu n'aimes pas ce que tu fais. Alors, j'ai plus qu'une seule question. Qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? À partir du moment où tu as posé ce double constat, tu as quelque chose de très fort à faire. Tu n'as pas 36 possibilités. Soit tu prends ton courage à deux mains et tu fais une grande transformation et tu te rapproches le plus possible de ce que tu aimais faire à la base. Tu ne seras jamais astronaute. Mais comment, dans tes loisirs ou même dans ta vie professionnelle, tu peux te passionner par ça? Et on revient à Gary Vaynerchuk. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire un blog sur l'astronomie, tu peux faire une chaîne YouTube sur l'astronomie, tu peux commencer à écrire des bouquins sur la vulgarisation de l'astronomie, ce que tu veux. Tu peux prendre des classes de gosses et les amener voir les étoiles pendant les vacances. Je m'en fous. Mais fais un truc qui te nourrit parce que si tu ne le trouves pas, tu vas dépérir. Mais ça, au moins, ça va te nourrir et ça va te donner l'énergie de pouvoir supporter un travail qui te paraît bon. Ça va redonner du peps à ta vie, quoi. Oui, et peut-être même que tu vas réussir à en faire un business parce qu'aujourd'hui, comme le dirait Guéry, tu as des outils de marketing qui sont juste incroyables, que tu peux d'une façon ou d'une autre monétiser. Tu pourras vendre des télescopes en ligne, mon pote. Ça n'a jamais été autant possible qu'aujourd'hui. D'accord. Ou alors, tu te dis que tu ne vas pas faire la grande culbute et retourner vers ce que tu aimais faire. Eh ben, tu réapprends à aimer ce que tu fais au quotidien. Tu n'aimes pas vendre des systèmes de géopositionnement de véhicules ou tu n'aimes pas vendre des produits industrialisés, machin truc, mais finalement, le fait de vendre et de mettre ta capacité de vendre au service de quelque chose dans lequel tu crois te semble intéressant. Eh bien, barre-toi, prépare-le doucement, mais barre-toi de ton entreprise pour aller vendre, faire le même job que tu fais aujourd'hui, mais avec des produits dans lesquels tu crois et qui font du bien à la planète, qui font du bien au monde, whatever, tu vas voir sur ces croyances. Mais bouge là, prépare le terrain. Ou alors tu fais ni l'un ni l'autre, mais tu fermes ta gueule parce que tu auras choisi. Parce qu'à partir du moment où tu fais ni l'un ni l'autre, c'est un choix. On ne sait pas, tu allé chez une consultation psy, là. Tu ne peux plus t'en plaindre. Non, mais attends, voilà. Mais c'est un choix. C'est juste un putain de choix. Voilà. Et en général, ça règle assez vite la discussion. Et il n'est pas rare que 3 ans après, sur LinkedIn, j'ai un mec qui dit tu te souviens quand tu m'as dit ça? Ouais, regarde ce que je fais aujourd'hui. Je vends des télescopes en ligne. J'ai un mec qui vend des télescopes. Non, mais voilà, c'est ça l'essence. On a un seul capital sur Terre, c'est du temps. Tu ne peux pas le stocker. Ouais. Voilà, instockable, 2 milliards, 2 milliards et demi de secondes par individu et moins une. Ouais. J'avais fait un épisode qui s'appelle 15 degrés par heure. C'est la vitesse angulaire de la Terre. Tu peux faire ce que tu veux, que tu sois riche ou pauvre, où que tu sois. Ça tourne à la même vitesse. Tu as 15 degrés par heure. Voilà, donc la vie est trop courte pour aller passer à s'emmerder. Et voilà, il y a un moment donné, si les gens… C'est normal, hein, tu t'enterres dans un job parce que ça paye les factures et ça paye le crédit. Et puis, comme ta boîte, ça c'est le drame des managers aussi. Elle est très fonctionnaliste. Elle dit, Cyril, il fait bien son travail, il rapporte bien son chiffre d'affaires, il n'y a pas de raison de le faire bouger. Surtout qu'il reste comme il est. Sauf que ta motivation, elle va faire comme ça. Il va faire comme ça, parce qu'au bout d'un moment, tu en as plein le fion de ce que tu fais, tu en as marre. Et puis s'il n'y a pas quelque chose qui change dans ta vie, tu t'enterres. Par contre, comme tu auras l'impression d'avoir investi 10 ans de ta vie dans la même boîte, tu vas te dire plus
aversion pour la perte, de nouveau, c'est le même principe. Tu vas te dire, si je lâche ma boîte maintenant, je pars à côté d'indemnités, de machin truc, de risques, boum. Et donc, les mecs, ils restent là, quoi. Ils sont terre. Et ça devient dramatique. Et c'est dramatique pour eux. Et puis, ça va être dramatique pour la boîte aussi, parce pour sortir de là, il va y avoir des conflits, quoi. Forcément. Et ça se termine en général, très, très mal. C'est une casse abominable. Donc, moi, je passe mon temps à essayer de dire aux commerciaux, à essayer de dynamiser justement vos réseaux sociaux, parce que c'est peut-être une bonne occasion d'arriver à vous créer des opportunités de changer de crèmerie, et surtout de faire un truc qu'on est les seuls à pouvoir faire aujourd'hui. Et ça, je ne sais pas qui écoute, mais il faut que vous l'écoutiez. Commerciaux, vendeurs, construisez des écosystèmes. J'allais penser, ils peuvent devenir une marque, en fait, eux-mêmes. Je suis en train d'écrire là-dessus, et je te le dis, on peut faire, c'est la première fois que j'en parle devant un truc qui enregistre, on peut faire un truc de dingue si les commerciaux décliquent sur quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on recrute un vendeur, on va le recruter sur ses expériences passées, éventuellement le chiffre d'affaires qu'il a généré, tout ça, ça va être très bien. Mais aujourd'hui, déjà, si tu débarques dans une boîte et que tu dis j'ai 500 personnes sur LinkedIn, bon, ou tu dis en disant j'ai 5000 personnes sur LinkedIn plutôt orientées logistique B2B, ton DRH et le DIRCOM va commencer à me dire oui, bien ce mec-là, etc. Mais non, imagine ce que c'est si tu pèses 50 000 personnes et qu'au fur et à mesure de ta carrière, grâce à ton boulot, tu t'es constitué un écosystème que tu nourris. Hein. Tu vas faire comme un vrai social seller. Donc, tu vas donner du contenu, tu vas créer des prises de conscience, tu vas entretenir des liens faibles, tout ce qu'on a déjà, etc., etc. Et tu crées une communauté sponsorisée par ton entreprise parce qu'elle te paye ton LinkedIn et elle te donne du temps pour le faire. Et c'est du temps win-win parce que ça lui fait gagner à elle de l'argent, mais à toi, ça crée ton écosystème. Et que tu es fort d'un gros écosystème. Et bien, demain, tu es beaucoup plus difficilement bypassable, mais il va se passer un autre truc. C'est qu'en fait, ton écosystème, tu vas le nourrir grâce à toi et à tes valeurs. D'accord ? Tu ne peux pas le bullshiter, ton écosystème. Les influenceurs Instagram, ils ont très bien compris ça. Ils savent très bien qu'à partir du moment où ils ont créé une communauté qui sont attachés à leur image, ils ne peuvent pas du jour au lendemain bullshiter leur image et ils sont obligés d'aller vers des produits et des marques qui vont quand même correspondre un peu à la communauté qu'ils ont créée. Donc, si tu as créé une communauté de valeurs qui te suit parce que tu es toi et tu es un bon leader d'opinion sur ton marché, dans ce que tu proposes, eh bien, ça t'appartient. Je veux dire, il y a encore 20 ans, on rachetait le carnet d'adresses des VRP. Hein. Tu sais, les mecs, on leur demandait de racheter le Rolodex ou le paquet de cartes de visite qu'ils avaient accumulé et ils partaient de la boîte avec du pognon, mais plus rien. Aujourd'hui, si vous utilisez de façon intelligente les réseaux sociaux, vos clients vous appartiennent à vie. Et ça veut dire qu'en fait, demain, vous allez pouvoir les transporter dans une autre entreprise pour laquelle ils auront de la valeur. Et voire même, vous allez même pouvoir faire basculer les entreprises parce que vous allez pouvoir dire à un moment donné, si tu n'es plus en accord avec la façon dans laquelle ton entreprise fabrique ses produits et que tu es juste Monsieur Durand au fond de la classe et que tu fais 100 000 euros de chiffre, tu n'as rien à dire. Voilà, à la base, tu n'as rien à dire. Mais si tu pèses 10 000 ou 50 000 followers qui sont tous d'accord avec toi pour dire que cette action commerciale, ça va être de la merde, tu dis stop. Moi, je suis désolé, c'est pas en rapport avec ce que ma communauté attend de moi. Et voilà. Et là, tu deviens la voix du client quelque part. Exactement. Tu fais basculer l'interface avec l'extérieur, quoi. Tu fais basculer la loyauté commerciale de leur entreprise à leur écosystème. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es payé par ton entreprise et que tu as un faible écosystème, si l'entreprise te dit tout augmente et demain on diminue la qualité des produits, et surtout le litige avec monsieur Cyril, là, tu ne le suis plus parce que ça nous coûte trop cher. Tu devras retourner voir Cyril en disant, tu sais, je t'ai dit que je t'aimais et je t'aime beaucoup, mais ma boîte, elle m'oblige et je n'ai pas le choix. Okay. Par contre, quand tu commences à être un commercial influenceur, ce que je pense qu'est l'avenir en fait, des vrais bons vendeurs qui vont prendre les réseaux sociaux d'accès, et bien là, tu peux dire, non, je ne le fais pas. Et non seulement je ne le fais pas, mais je trouve que la boîte prend une mauvaise tournure, une mauvaise tendance. Et moi, soit on redresse un peu la boîte, soit cet écosystème qui m'est attaché, ben, d'une façon ou d'une autre, je vais aller le porter ailleurs parce que je vais trouver autre chose à lui proposer que nos produits aujourd'hui. Et ça peut tout changer. Ce que tu es en train de décrire, c'est ce que j'essaye de faire avec ma fille. Je veux dire, si tu suis ma fille Maureen qui veut être DRH, je la coach pour qu'elle bâtisse une communauté de gens qui sont dans les DRH. Année après année sur LinkedIn, bon, elle a 19 ans, elle démarre, c'est tout petit, mais je veux dire, si elle arrive à exécuter ce qu'on a esquissé, elle sera dans cette position-là d'être quelqu'un qui arrive sur le marché des RH avec derrière elle un réseau relationnel en n'ayant pas encore travaillé. Et si elle exploite intelligemment, bah, ça donne une sacrée puissance. Évidemment. C'est une logique.
Tu sais, je ne sais plus où j'avais chopé cette anecdote et je paye un verre au premier qui en propose la course. Mais Bon, il y a Aurélie qui nous dit non, il est génial, docteur De Smet. Docteur De Smet, c'est mon père. Docteur Sex, je ne suis pas docteur De Smet. Mais merci beaucoup, Alice. Mais je ne sais plus où j'avais lu qu'il y a sur une tombe à Canterbury, une tombe je ne sais pas, d'un dignitaire ou d'un homme du clergé. Il y avait écrit apparemment ceci. Il dit quand j'étais jeune, j'étais fou, je voulais changer le monde et j'ai essayé de changer le monde et c'était très compliqué. Puis j'ai un peu mûri et je me suis dit que je ne pouvais pas changer le monde, mais seulement mon entourage. Et donc, je me suis battu pour essayer de changer les gens autour de moi et c'était peine perdue. Alors, je me suis dit que j'allais juste changer mes tout proches. Hein. Je me suis battu pendant tout un temps pour essayer de changer mes proches, ma famille, mes enfants. Et là aussi, c'était peine perdue. Et il dit, et c'est seulement sur mon lit de mort que je constate un truc, c'est qu'en fait, j'aurais dû commencer par me changer moi-même parce qu'en me changeant moi-même, j'aurais peut-être effectivement pu changer les autres et que les autres auraient pu changer le monde. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on a, grâce à ça, grâce à ces outils-là, on a des moyens de changer le monde. Je veux dire, on a des moyens d'affirmer une idée. Enfin, je prends l'exemple le plus dingue de la Terre et il faut que vous voyez ce truc. Si vous avez 1 heure et demie à investir de votre temps et envie de en même temps rire et en même temps comprendre comment ça fonctionne, allez voir un documentaire Netflix qui s'appelle Behind the Curve, derrière la courbe. C'est un documentaire, alors le sujet va vous trouver, c'est un sujet sur les platistes. Donc les platistes. Alors, Les platistes, oui. les platistes, donc Les gens qui pensent que la Terre est plate les et qui mecs cherchent tous les biais de confirmation qui peuvent confirmer voilà. qu'elle est Alors, plate. à partir du moment où tu as compris comment ça fonctionne, tu sais ce que c'est qu'un biais de confirmation, c'est juste formidable. Mais il faut voir, c'est-à-dire qu'au début, tu regardes le documentaire en disant oh, quelle bande de truffes, et puis à la fin, tu termines, non pas en te disant la Terre est peut-être plate, parce que pas du tout, c'est pas ça le propos, mais tu te dis de quelle Terre plate je suis moi-même le platiste. Ouais, voilà. Tu vois Parce que sur la Terre, moi, j'ai pas de doute. Tu vois, j'ai vu l'ombre dans une éclipse lunaire, j'ai vu l'ombre de la Terre projetée. Et j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, dans le port de Propriano, de voir surgir le ferry qui arrive d'un coup. Donc, même à 10 ans, j'avais vu la Terre qui est ronde. Voilà. Voilà, donc, Mais eux ne croient pas. Mais par contre, comment est-ce qu'en 2020 ou en 2017, quand a été tourné le documentaire, on se retrouve avec des communautés de plus de centaines de milliers de personnes qui sont persuadées que la Terre est plate, alors qu'on a toute une batterie de preuves possibles, imaginables que ça. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Parce que, en fait, le système, c'est si tu crois que la Terre est plate et que tu habites un village de 500 personnes dans l'Arkansas et qu'au bar du coin, tu prends ton verre et tu dis ouais, tu sais, moi je trouve que la Terre est plate. Eh bien, tu as 40 personnes qui rigolent dans le bar, on te remet une tournée, tu fermes ta gueule et c'est terminé. Parce que tu vas avoir un écho négatif du groupe qui t'entoure et bon, bah, tu vas te normer. Par contre, sur les réseaux sociaux, tu t'installes, tu prends ton verre et tu dis je pense que la Terre est plate. Et tu vas avoir 500 personnes qui se foutent de ta gueule. ouais, mais Et ces 500 personnes qui se foutent de ta gueule, elles font augmenter la valeur algorithmique de ton poste. Ça veut dire qu'il va être présenté à plus de monde parce qu'il crée du buzz. Et dans cette propulsion-là, il va y avoir une personne sur 1000 ou une personne sur 10 000 qui, en message privé, va te dire tu sais, j'ai des doutes aussi. Et voilà. Et puis, et vous êtes 2, 4, 6, 8, 20, et puis 200. tu finis dans le bar des gens qui croient que la Terre est plate. Évidemment, et tu achètes ta coffee table, ta table de salon, la terre plate qui existe, enfin voilà, avec le mur de glace tout autour, et tu passes ta vie à faire des expériences pour prouver que la terre est plate. Et la fin du truc est fantastique parce qu'il y a même il y a l'intervieweur qui dit à un mec ou une nana, je sais plus, il lui dit si maintenant on arrivait à vous prouver mordicus que la terre était ronde, est-ce que vous quitteriez les platistes? Et le mec il dit non parce que je me sentirais trop seul. Et là tu as tout compris. Ouais, En et fait, puis tu as l'engagement. Le mec il s'est tellement engagé que c'est plus facile de nier la réalité à ce moment-là. ben oui, mais ça te fait une communauté de valeurs avec des gens, quoi. Et donc, je passe mon temps à dire, les gars, si maintenant vous avez compris comment ça marche, si votre idée est, ne fût-ce qu'un tant soit peu moins conne que de penser que la Terre est plate, mais allez-y. Parce que si même des mecs qui pensent que la Terre est plate réussissent à faire des congrès où les tickets se vendent à 100 $, où il y a des conférenciers, mais go, quoi, go. Pourquoi est-ce que nous, par volonté d'être humble et de ne pas oser faire de bruit, c'est ça le propre des gens intelligents, c'est qu'ils n'osent pas ouvrir leur tronche. Voilà, c'est ça le propre des gens intelligents, d'accord? Donc, je supplie tous les gens intelligents qui ont peur de dire des conneries de les dire un maximum, parce que sinon, vous laissez cette place à ceux qui ne se posent pas de questions.
et ceux qui y vont franco et qui ont des idées du monde les plus débiles, les plus clivantes, les plus triviales à défendre. Donc prenez la parole, comme dirait Victor Ferry, que j'aime beaucoup, demeurant, prenez la parole. Voilà un exemple de mec qui encore une fois, te fait la valeur par rapport à la retape, tu vois ce que je veux dire, la valeur de ce qu'il amène en termes de contenu, d'épisodes. Je ne sais pas si tu suis un peu. Victor Ferry, tu ne connais pas? Non, non, je ne connais pas, honnêtement. Je vois pas. Alors, Victor Ferry, c'est un formateur en. Là, j'en perds mon latin. C'est un formateur en rhétorique qui fait des épisodes qui s'appellent Parle. Et en fait, il met toute sa science de la rhétorique au service des gens en disant construisez un discours, prenez la parole, dites des choses intelligentes. Bien sûr, ils vont un petit mastermind, une petite formation en dessous, mais franchement, on s'en dispense largement. Il n'y a pas de souci. Je pense même que j'ai payé un accès que j'ai jamais sorti. Mais vous devez vous abonner à sa chaîne. Mais le mec, lui, il a passé la barre des 100 000. Il est parti de rien il y a 3 ans. Et il fait des trucs d'une tellement bonne qualité avec de la recherche et de l'écriture que effectivement le mec cartonne. Et son principe, c'est vraiment dire ça, c'est dire la rhétorique doit sortir des livres pour aller chez les gens. Et il prend des exemples de la vie quotidienne, des rappeurs à Trump, tout en avec un excellent français, t'expliquant les ressorts rhétoriques du truc et les mettant à disposition des gens, quoi. Mais avec ce message qui est parler, prenez la parole, saisissez ces réseaux pour faire quelque chose d'intelligent et défendre des choses intelligentes. Incroyable, finalement. Qui aurait parié que sur la rhétorique, tu pouvais monter une chaîne YouTube de 100 000 personnes? Mais tu as ça, tu as le précepteur, le précepteur, pardon, qui est un mec qui fait de la philosophie, qui a une chaîne YouTube juste géniale. Il y a un nombre de contenus complètement dingue. Bon, après, effectivement, tu peux regarder des vidéos de chatons et si tu regardes 3 synthèses de Game of Thrones, tu vas t'en prendre dans le fil d'actualité pendant des tours. Mais il y a tellement de choses disponibles et tellement de gens à aller atteindre, parce qu'encore une fois, à partir du moment où tu atteins les bonnes personnes qui pensent un peu comme toi et avec lesquelles tu te retrouves en communion, il y a moyen de créer un truc. Et donc, c'est pour ça que je te dis, je suis très admiratif de ce que tu fais, parce que tu possèdes un truc qui me manque, c'est cette discipline. Non, mais c'est vrai, franchement, pour moi, tu es un maître en discipline, en régularité. Moi, je serais effectivement tétanisé de me dire, bon, allez, 103e, je ne sais pas ce que je vais. Voilà, mais on va y aller, j'ai une idée, on démarre. Et pourtant, je suis comme toi. Tu crois vraiment que je sais ce que je vais faire la semaine prochaine? Probablement pas. Non, Probablement pas. Mais c'est ça qui est génial. C'est, voilà, je suis fan d'impro, je suis assez versé là-dedans aussi. Et tu as raison de le faire. Mais en faisant ça, tu montres l'exemple. Et c'est très important. C'est vraiment c'est important ce que tu fais. Ben, merci beaucoup. Si j'étais stratégiste, je dirais on va s'arrêter là, mais c'est vrai qu'il est déjà 21h53. Je te remercie vraiment. Je pense qu'il y a une vraie pépite on a eu droit à une consultation gratuite, Dr. Seiz, en matière de faire ce qu'on aime, aimer ce qu'on fait et que fais-tu. Et je pense que ça a beaucoup de valeur. En matière de platiste, tu sais, moi j'ai donné 2 langues maternelles à mes enfants avec l'espéranto. Je peux dire que voilà quelque chose où pour la plupart des gens ça n'existe pas. Et de l'autre côté, tu as une communauté d'une richesse incroyable, une richesse culturelle, une communauté qui existait avant Internet. Donc, la vraie question que j'ai envie de vous poser, chers auditeurs, si vous êtes encore là à cette heure-là, c'est effectivement quel est le domaine dans lequel vous croyez que la Terre est plate? Parce que c'est peut-être là que ça peut ouvrir le plus grand champ de possibles. Parce que moi, le jour où je me suis rendu compte que je pouvais donner 2 langues maternelles à mes enfants, en prenant cette langue construite, que je pouvais la mettre là-haut, ça nous a permis d'exploser tous nos objectifs avec ma femme. Ça a changé considérablement le destin de nos enfants. Et c'est parce qu'elles sont bilingues de naissance qu'elles ont été fortes en allemand et que l'aînée est étudiante en médecine en Allemagne. Et tu vois un truc tout con. Elle voulait faire médecine. Elle ne voulait pas faire PACES. Elle dit, bah, j'ai l'habitour, je peux aller en Allemagne, et je fais médecine en allemand. Le problème a été réglé. Wunderbar. Mais redéfinis ce que ta terre plate, c'était la croyance qu'on ne pouvait pas donner 2 langues à des enfants. Non, ma croyance, c'est qu'il fallait le faire par l'anglais, qui était la seule que je maîtrisais. Alors que, au moment où j'ai décidé, quand je me suis rendu compte que l'espéranto était une langue que je pouvais m'approprier, monter là-haut plus rapidement, quand même j'étais débutant,
Alors, j'ai décidé de le faire par cette langue et non pas par l'anglais auquel j'avais déjà consacré 30 000 heures. Donc, je ne sais pas si tu vois, 30 000 heures. j'avais consacré 30 000 heures d'apprentissage à l'anglais et pourtant, j'ai décidé de donner 2 langues maternelles à mes enfants, de le parler tous les jours pendant 15 ans sur une langue à laquelle j'avais consacré 200 à 300 heures. Ça peut sembler idiot, mais j'ai abandonné l'idée que je m'obstinais à vouloir le faire en anglais. D'accord, ok, c'est clair. Mais tu vois, c'est Et génial ça. actuellement, si tu veux, on parlait de revenus récurrents, de revenus euh, qui tombent même quand tu travailles. Je veux dire, je suis en train d'abandonner certaines de mes croyances parce que euh, j'ai trouvé des moyens d'entreprendre là qui, quelque part, violaient une partie de certaines de mes croyances. Mais je veux dire, maintenant qu'elles sont en train de partir, ben, je vois des perspectives qui n'ont rien à voir avec ce que c'était il y a encore 4 mois. Donc, on est tous confrontés, je pense, à des moments à ce genre de choses. Bien sûr, tu ne vas pas être astronaute. Je ne vais pas aller sauter 2,20 m en hauteur parce que ça, c'est une limite physique. Mais toutes les autres qui sont des limites là-haut, elles peuvent sauter. Ah, il y a un truc qui peut être rassurant, c'est un petit exercice amusant à faire. Si jamais tu identifies des croyances que tu estimes limitantes, c'est avant d'essayer de les faire sauter, parce qu'encore une fois, c'est comme perdre du poids, c'est toujours perdre quelque chose dans l'expression pour la perte. Voilà, c'est pas du gain, c'est une contrainte. Et un exercice qui est intéressant à faire, c'est identifier au service de quelle valeur est ta croyance. Hmm. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est de comprendre que la croyance, c'est un truc que tu as cristallisé, c'est une scorie qui va défendre une valeur. Et qu'en fait, personne ne te demande de remettre la valeur en question, mais juste de trouver d'autres moyens d'expression de la valeur que la croyance tente de défendre. Et à partir du moment où tu comprends ça, bah en fait, tu peux arriver à modifier tes croyances sans avoir l'impression de te trahir parce que tu sais qu'en fait, la valeur, elle va rester stable. Ah, les valeurs, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Bah oui, mais voilà, tu peux, je te donne, je vais aller très vite en disant, tu peux avoir une valeur qui est forte, qui est l'honnêteté, et tu peux avoir une croyance qui dit que voler, c'est mal. Tu vas me dire, voler, c'est mal. Oui, mais il y a certaines religions, dans certains cas, qui estiment qu'il y a des moments où il faut voler. Si c'est pour nourrir ta famille, tu peux casser ta croyance sans pour autant violer ta valeur. Mais ça demande un vrai travail. Et si tu t'intéresses vraiment aux croyances limitantes, je suppose que tu connais Katie Byron. Non. Ah, franchement, ça, tu lis un bouquin qui s'appelle The Work. On voit même, tu tapes sur YouTube The Work Byron Katie. Katie Byron. C'est une psy qui a travaillé toute sa vie sur le cassage des croyances et qui travaille. Le work, c'est un truc en 4 étapes pour démonter une croyance. Et elle te dit, la première truc, c'est est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Qu'est-ce que ça te dit de toi de penser que c'est vrai? Et si tu imagines le contraire, qu'est-ce qui se passe? Et rien que ça, c'est assez marrant. Renseigne-toi, The Work, Byron Katie. Ça, c'est des trucs que j'ai chopé pendant. J'ai fait une formation de 3 ans à la thérapie quand même. Ah, on va tout savoir sur le cabinet médical. Oui, mais il y a un peu de ça, si tu veux. Moi, je suis un passionné d'humain, donc forcément, je ne mets pas ça en avant. Enfin, c'est d'ailleurs dans mes rêves. Mais probablement, c'est ce qui m'a le plus aidé à mieux faire mon travail de formateur en vente. C'est d'abord comprendre comment l'être humain fonctionne. Et donc, Ouais. je ne peux vous encourager qu'à non seulement lire des bouquins de vente, mais surtout lire des bouquins de psycho, lire Système 1, Système 2 de Kahneman, lire Tous Irrationnels, lire ce genre de livres-là, lire Richard Taylor plutôt que simplement des bouquins d'économie, de marketing et de vente, parce que c'est en comprenant comment le cerveau fonctionne que vous allez pouvoir appliquer ce que vous aurez appris en tech de vente. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que tu fais et pour faire comprendre, et on en a besoin en France où la vente est négligée, ou on va dire pas forcément respectée, faire comprendre qu'il s'agit d'un métier humain. Quand je vois qu'on forme des hordes de gens en psycho qui n'ont pas de travail alors qu'on manque de vendeurs, alors que la vente c'est de la psycho, je me dis on a raté quelque chose et tu fais un travail excellent pour Alors, réconcilier les deux. ça me fait extrêmement plaisir et je vais terminer pour moi sur un truc. Après, je te promets, je dis plus rien. Mais on s'en fout, tant que la pellicule tourne. Et, voilà. C'est pas juste un beau métier. La raison pour laquelle je suis en train d'essayer d'écrire un truc, c'est que le message que moi j'ai envie de faire passer, c'est le suivant. C'est que les vendeurs peuvent avoir un rôle incroyable à jouer dans la transition qui va s'opérer maintenant. En quel sens? Ben, si tu réfléchis,
qu'est-ce que c'est que la vente en fait? Vendre, c'est réussir à faire changer quelqu'un d'avis ou de comportement. C'est vrai. Si quelqu'un ne change pas d'avis ou de comportement, c'est déjà vendu. Le mec qui vient de t'acheter un produit, il repart avec le produit qu'il venait t'acheter, ce n'est pas de la vente. Là, tu Ouais, fournis. c'est de la rente. Voilà. D'accord. C'est Donc, du vent du pastis dans le sud de la France. c'est-à-dire vendre un iPhone à un mec qui voulait un iPhone, ça, c'est pas de la vente, moi, tu vois. Vendre un Fairphone à quelqu'un qui voulait acheter un iPhone, ça, c'est une putain de vente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, il faut bien comprendre que si on considère que les métiers des vendeurs, et tous les vendeurs qui écoutent ça doivent bien comprendre ça, si votre métier, c'est savoir persuader quelqu'un de changer d'avis ou de comportement, ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, que vous avez envie de mettre cette puissance-là, qui n'est pas donnée à tout le monde, parce que tout le monde n'étudie pas ça, hein, de mettre cette puissance-là au service du bien et d'un monde qui va mieux, alors vous pouvez être les forces de changement d'un monde nouveau. Il suffit que vous osiez changer vos perspectives de boulot et de commencer à sortir des boîtes qui vous dégoûtent pour aller vous mettre au service de choses que vous voulez vraiment vendre parce que vous avez envie de faire découvrir aux gens qu'il y a moyen de mieux manger, qu'il y a moyen d'être en meilleure santé, qu'il y a moyen de faire plus de sport et tu peux mettre ta vocation à persuader les gens au service du bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un individu, un client lambda qui change de consommation, c'est le changement pour une personne. Un vendeur qui passe sa vie à essayer de faire changer les autres de schéma de consommation, il a un impact colossal sur tout le monde autour de lui. Et en plus, si tous les vendeurs se mettent à faire ça, ils quittent les boîtes qui les dégoûtent pour aller se mettre uniquement au service de boîtes qui sont vertueuses, alors on fait la bascule. Ça change beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, la vente, c'est une épée, c'est une arme. Tu la mets au service de ce que tu veux. À partir du moment où tu en es conscient, bah, tu décides de la mettre au service de ce que tu estimes étant le plus vertueux. Mais de nouveau, c'est un choix moral, mais tu peux le faire. Et à partir du moment où tu mets ton pouvoir de persuasion au service d'un monde qui ne demande qu'à émerger, bah, tu peux faire un truc génial. Donc, on a besoin de vendeurs passionnés qui sont prêts à franchir ce cap-là et prêts à mettre leur envie, leur foi à persuader les autres au service de choses dans lesquelles ils croient vraiment. Et à ce moment-là, tout est possible. Bah, si le vendeur se met au service de causes qui valent le coup, on a répondu à la question. Écoute, on est d'accord avec Michael Aguilar depuis longtemps pour dire que les meilleurs vendeurs du monde, c'est quand même les témoins de Jéhovah. Non, mais sans déconner. Oh, les mecs sont persuadés et ils n'ont pas peur du. 200 portes par week-end. Ouais, voilà, ils n'ont pas peur de se prendre des portes. Bonjour, voilà. Avec un taux de refus au-delà de n'importe quel téléprospecteur, tout ce que tu veux. Ils s'en prennent plein la tronche, tout le temps. Et ils n'ont pas de commission, ils n'ont pas de KPI, ils n'ont pas un sales manager au fion qui leur dit « Alors, t'as vendu combien ?» Non, non, parce que leur vraie récompense… Non, mais eux, ils ont la foi. Voilà, mais c'est exactement ça. Le premier, c'est quand je dis qu'il y a 4 piliers sur la performance commerciale, le premier pilier de la performance commerciale, c'est la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la persistance. Et si tu n'as pas la persistance, tu n'auras pas le reste. Tu ne pourras pas mettre en place des compétences relationnelles et des compétences techniques. Mais la foi, c'est indispensable. Et ils le font parce qu'en fait, ils ne voient pas la porte. Ils voient 2 âmes à sauver derrière. Et les meilleurs vendeurs que j'ai pu accompagner, les meilleurs vendeurs que Michael Aguilar a pu accompagner, la quasi-totalité, sont des mecs qui se disent il n'est pas possible que tu ne m'achètes pas mon produit parce que c'est tellement génial pour toi et ça va être tellement formidable après qu'il faut que tu l'achètes. Et donc, tu l'achètes. Voilà. Et donc, mets ça au service de causes qui valent le coup, on obtient des trucs géniaux, quoi. Voilà. Mais ça se cultive. On a Didier Hugues qui n'est pas tout à fait d'accord, qui nous dit parce que tous les vendeurs sont vertueux, c'est nouveau. Alors, encore une fois, tous les croyants ne sont pas vertueux non plus, et on sait très bien que, voilà, non, mais c'est pas parce que tous les vendeurs ne sont pas vertueux qu'on ne doit pas essayer de rendre la vente plus vertueuse. Voilà, il y a des pourris partout, tous les flics sont pas… il y a des flics corrompus aussi. Il y a des magistrats corrompus, il y a des politiciens corrompus, et il y a des vendeurs qui ont été mal élevés, qui ont été élevés juste dans l'idée d'avoir un truc très transactionnel orienté vers l'argent et qui ont un problème de valeur. Mais moi, mon rôle à moi, c'est d'éveiller les consciences à ce niveau-là aussi et d'arriver à peut-être même transformer cela en quelqu'un de vertueux. Voilà. Mais faites gaffe aussi à un truc. La plupart du temps, on pose un regard négatif sur les vendeurs, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une façon assez simple d'accuser l'autre d'avoir vendu quelque chose alors qu'on a soi-même assez mal acheté? C'est très facile aussi d'accuser le vendeur d'avoir mal fait son taf, alors que souvent, en fait, c'est nous qui sommes… On ne s'est pas bien informé, on n'a pas fait… Voilà. Et donc, le vendeur aussi, c'est souvent le lave-main des mauvaises transactions dans lesquelles on dit c'est la faute au vendeur. Et puis, il y a un autre paradoxe,
et on va arrêter avec ça, sinon je suis parti pour la nuit. C'est que très souvent, quand on me dit ouais, les vendeurs, c'est des escrocs, etc., je demande aux gens, raconte-moi la fois où tu t'es fait escroquer par un vendeur. Et je ne dis pas que ça n'arrive pas, qu'on sorte un truc, mais c'est très rare en fait, qu'on me sorte une vraie escroquerie. Une vraie escroquerie. Désormais, on se fait beaucoup plus escroquer par des sites web. On a besoin de personne pour y arriver. Hein. Ce que je veux dire, il c'est y a, que il y a- tout il y a seul. quelqu'un derrière le rideau. Mais la majeure partie du temps, en fait, on ne s'est pas vraiment fait escroquer, on ne s'est pas fait arnaquer. Voilà. Par contre, on a des a priori. Et donc, de nouveau, biais de confirmation. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah, voilà. Dès qu'un vendeur vous dit bonjour, vous vous méfiez en disant pourquoi il me dit bonjour. Alors qu'il avait peut-être juste envie de vous dire bonjour, quoi, le mec. C'est peut-être. Voilà. Mais non, voilà, faut arrêter de compter ses doigts à chaque fois qu'on leur serre les mains, quoi. Ils sont pas là. Un bon vendeur, c'est d'abord quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Et tu sais, tu avais commencé ta soirée par dire, moi, je suis un très mauvais vendeur. Eh bien, tu sais quoi? La plupart des excellents vendeurs que je connais commencent par cette phrase-là. Parce qu'ils ne se voient Une pas comme des parade de vendeurs. réassurance. Mais non, parce qu'ils ne se voient pas comme des vendeurs. Ils disent, moi, je ne suis pas un vendeur. Moi, j'adore mes produits et je vends mes produits parce que j'adore ça, quoi. Et que voilà. Ah, peut-on voir la tasse? Parce que celle-là, on la voit pas bien dans les épisodes. Dr. Sales. Il n'y a rien au verso. Ah, si, il y a Dr. Sales au verso Ah aussi. ouais, bah oui. Ah ouais. Ah. Pour pas, des fois que Dr. C soit frappé lui-même d'un Alzheimer, qui doivent. Bon, voilà, écoute, je vais peut-être, on va peut-être jarter l'antenne parce qu'on va peut-être lasser les gens. Mais il y a encore des gens qui suivent, je suis épaté. Ouais, on a encore de l'audience sur. Alors, je vois LinkedIn, je peux aller sur Facebook, mais je suis pas Tu sûr sais que que je ça ne aille suis même trop. pas connecté au site sur lequel tu streams. Sur Facebook, je sais pas, je suis pas sûr que ça ait marché sur Facebook. Est-ce que est-ce que YouTube fonctionne? On va le savoir. YouTube fonctionne. Est-ce que zéro marketing sur YouTube fonctionne? Ça, c'est une autre question. En Oui, oui, non. Oui, oui, il fonctionne, oui. Je te vois, effectivement. Après, je sais pas si j'arrive à voir. tout cas, Ouais. En tout cas, je pense que c'est sur LinkedIn il y a effectivement notre audience ce soir, ce qui est plutôt normal. Ce qui est plutôt rassurant aussi, parce que je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de vendeurs sur Facebook à 22 heures un jeudi soir. Ils sont peut-être en train de chercher des vidéos de chats, de se détendre. ben oui, mais enfin, tu sais, ils sont toujours vendeurs. Hein. Même s'ils ont raccroché les gants pour la soirée, demain matin, le taf recommence. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, en tout cas, merci pour ce que tu fais. Merci de ta générosité. Il y a des excellents morceaux. Je te transmettrai le fichier source pour que tu puisses faire des coupes justement pour tes réseaux sociaux. Ça sera le moment. Et bah, je vais peut-être trouver des idées aussi pour la semaine prochaine, puisque c'était le 109e épisode de Zéro Marketing. Et Zéro Marketing, bah, c'est tous les jeudis soirs à 21 h. Et donc la semaine prochaine, ça sera le 110e épisode. Et dans 2 semaines, nous aurons de nouveau un invité. On aura une invitée qui est dans le marketing de réseau. Et pour la suite, bah, comme d'habitude, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que ça va Mais faire. c'est bien, continue à Aucune pas idée. avoir d'idées parce que c'est comme ça que tu vas créer des trucs. Je Voilà. salue Aurélie qui a beaucoup commenté, tiens, je suis en train de regarder. Merci Didier aussi. Merci mon Karim d'être là, de me suivre souvent. Voilà, donc ça fait plaisir de voir qu'on a deux, trois autres personnes. Et donc, n'oubliez pas, mon adage, c'est soyez heureux, faites des clients heureux. La vente, c'est quand même la santé de votre entreprise. Donc, voilà, dynamisez. Et quand vous sortez, s'il vous plaît, n'oubliez pas le masque, vachement important. Sortez couvert, prenez soin de vous et voilà, faites-vous du bien. On va s'arrêter là-dessus. Je vais mettre fin. Merci. Je vais mettre fin à la diffusion en direct. Alors, comment on fait? Arrêter diffusion en direct. À la semaine prochaine. Et je mets fin à l'enregistrement.